Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e épisode d'Uncheckable. Je suis très heureux de vous retrouver après la pause estivale pour mon podcast. Donc comme vous le savez, on parle des sujets qui pour moi sont les plus importants de l'époque, que ce soit la culture, l'éducation, mais également des sujets qui peuvent être parfois transversaux. Et je propose qu'aujourd'hui on parle de la santé mentale à l'époque d'Internet, à l'époque surtout des réseaux sociaux, et voir en fait comment la santé mentale est devenue aujourd'hui un sujet important et un impact économique sur nos sociétés complètement insoupçonné. Et je vous propose qu'on découvre ça ensemble dans ce podcast, juste après le générique. Donc comme je le disais, aujourd'hui nous allons parler de la santé mentale à l'époque des réseaux sociaux. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on parte d'un constat. Le Covid, notamment la période Covid, a fait exploser les pathologies liées à la santé mentale, notamment chez les très jeunes. Je crois que c'est plus de la moitié des jeunes qui sont aujourd'hui, donc des 18-24, qui se considèrent dépressifs. On a également une thématique qui n'arrête pas d'augmenter depuis le début des années 2000, qui est le poids des pathologies mentales sur l'économie des pays. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, en fait, il y a eu en 150 ans un doublement de l'espérance de vie. Cet doublement de l'espérance de vie était accompagné d'énormes projets et d'énormes avancées techniques qui ont clairement révolutionné le monde dans lequel on vit et qui nous permettent de vivre plus longtemps. Mais de vivre plus longtemps physiquement. Alors que par exemple tout le sujet de la longévité mentale, de l'agilité mentale sur le long terme a été laissé de côté. On peut le voir ça avec le boom d'Alzheimer. Les gens vivent de plus en plus longtemps mais pour être séniles. Et puis également maintenant on a même des cas d'Alzheimer chez des moins de 60 ans, donc c'est incroyable, même des jeunes qui ont Alzheimer, quoi. C'est entre autres partie à une mauvaise utilisation de leur cerveau, quoi. Ils ne le stimulent pas. Et évidemment au mode de vie. Ça c'est quand même... évidemment, l'une des grosses sources de problèmes aujourd'hui, c'est notre mode de vie. Une des grosses sources de problèmes, on va dire, sur la santé. Parce que, bon, voilà, entre toutes les maladies de civilisation physique, on peut partir du diabète et tout ça, mais également des maladies de civilisation, on va dire, mentales, comme la dépression, le burn-out, on se rend compte que notre mode de vie a un impact sur notre santé. Et ça, pendant longtemps, on l'a laissé de côté. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, le progrès technique était tellement fulgurant que on n'a pas pu prendre tout en compte. C'est-à-dire au niveau de la société, on a pris surtout en compte l'amélioration du niveau de vie, mais pas forcément la prise en compte de notre adaptation mentale à ça. On se rend compte qu'on a encore un cerveau quand même qui est assez primitif et on vit dans un monde qui est de plus en plus moderne. Donc il faut être capable de s'adapter et pourtant on l'a toujours laissé de côté. Le fait d'avoir laissé ça de côté, aujourd'hui c'est un coût. C'est un coût économique énorme. C'est-à-dire que depuis le début des années 2000, l'OMS fait des rapports sur ce sujet où elle parle du poids économique des pathologies. Et par exemple, les TOC, vous voyez, les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, c'est la dixième maladie qui coûte le plus aux sociétés. Donc c'est-à-dire que vous avez les maladies cardiovasculaires, diabète et tout ça, et vous avez les TOC. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que les personnes qui sont touchées de TOC, parfois, ne peuvent plus... être actives économiquement correctement parce qu'elles souffrent trop, sont pas bien pris en charge, et ça c'est un coût économique, surtout quand ça touche des personnes qui sont potentiellement actives. Et ce sujet-là a été mis notamment au jour par un professeur que nous avons, enfin un psychiatre que nous avons interviewé en fait dans le cadre de la plateforme Knower. Donc voilà, on réalise une série qui s'appelle Mind Explorer qui s'attache à décrypter, vulgariser les sciences cognitives, les neurosciences. Et dedans, on interviewe un psychiatre. Une interview passionnante, c'est l'épisode 4 de la saison 1. Donc quand vous aurez accès à Knower, vous pourrez chercher ça. Et alors là, il dit, moi je comprends pas. C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Pourquoi est-ce que personne ne prend en compte le coût économique du non-traitement des pathologies mentales? Voilà. Et qu'on voit que la psychiatrie est de plus en plus... sous-financé, que les malades sont de moins en moins soignés, que l'hôpital en général ne fonctionne pas, comme si le coût économique des maladies était nul. Alors qu'en fait, il est énorme pour nos sociétés, encore plus pour nos sociétés occidentales avancées.
Et donc, on s'est bien rendu compte avec le Covid, tout d'un coup, on prenait en compte la santé mentale et tout ça, parce qu'il fallait bien relancer l'économie. Moi, je me souviens, quand j'étais encore au Crous, on voyait toutes ces affiches apparaître du jour au lendemain pour nous dire de prendre des rendez-vous avec le psy qui était subventionné par l'État. Et puis voilà, que ça allait bien nous aider. Parce qu'on s'était rendu compte que la plupart des étudiants étaient dépressifs. Hein. Alors, pour moi, il y a deux raisons à cela. Il y a tout d'abord ces raisons plus profondes, comme on l'a dit, changement de société, tout ça, et l'esprit humain n'est pas adapté, on prend pas en compte son adaptation, on lui donne pas les clés fondamentalement pour s'adapter. Hein, on considère que voilà, c'est normal, on doit s'adapter et puis c'est tout. Alors qu'en fait, c'est une injonction complètement contradictoire. C'est-à-dire que vous pouvez pas demander aux gens de rejoindre des objectifs au niveau économique et tout ça sans leur donner les armes. Hein. Ça passe par les outils, on va dire, au lieu de travail, mais ça passe également par les outils mentaux. Donc, surtout si le monde change vite, il faut adapter rapidement les façons d'apprendre, les façons de réagir aux événements. Ça s'apprend le fait d'appréhender un sujet au niveau mental. Et puis évidemment il y a un aspect générationnel, c'est-à-dire qu'il y a un aspect générationnel. Et alors donc on aurait tendance à dire oui, les jeunes ont tendance à se victimiser, tout ça, et puis on a l'impression que on est face à une génération un peu de cristal qui s'évanouirait au moins de problèmes. Je pense que peut-être pour certains c'est le cas, je pense que pour la grande majorité des gens, surtout des jeunes, si on met de côté le fait que de toute façon en population générale, il y a de plus en plus de pathologies mentales, comme je viens de vous le dire, et qu'on est sur un mouvement civilisationnel qui fait qu'en ajouter parce que le monde change tellement vite qu'on a du mal à s'adapter. Je pense qu'également chez les jeunes, il y a un phénomène qui est très renforcé par les réseaux sociaux. C'est-à-dire, comme je l'ai abordé dans l'épisode où je parle des algorithmes, les algorithmes façonnent notre vision du monde, et je veux dire, il faut pas nier que les contenus auxquels on est exposé toute la journée ont un impact sur notre santé mentale. Alors ça passe par plusieurs types de pathologies. Par exemple, la dysmorphophobie, c'est le fait de s'inventer des défauts dans notre corps et de ne plus arriver à l'accepter. Et en fait, ça, en général, on se rend compte que ça touche surtout des jeunes filles, mais aujourd'hui, ça touche également des gens de tout âge. Donc ça prouve bien que c'est pas un truc qui est réservé aux jeunes. Et en fait, c'est lié à quoi? Notamment une très grande exposition aux réseaux sociaux, à des corps parfaits, et à ce bombardement d'images qu'on a quotidiennement, qui finissent par influencer notre perception du monde et à nous inventer des défauts qui n'existent pas forcément. Donc je pense que tout d'abord, chez les jeunes, doit être pris cette exposition accrue aux réseaux sociaux, notamment basée sur l'image, parce que c'est plus comme Facebook au début ou juste Twitter. Aujourd'hui, il y a des images partout, que ce soit sur Instagram, notamment que ce soit sur TikTok ou Snapchat. Je veux dire, on est exposé à l'image en permanence. Et donc ça, au bout d'un moment, chez des esprits qui sont peu formés, de toute façon, en population générale, on est peu formé à réagir à ces situations, c'est-à-dire qu'on n'a pas les bons réflexes mentalement, ils sont assez peu transmis pour réagir à des situations d'inconfort mental. Et bien on s'aperçoit que chez les jeunes, ça a un impact en fait démesuré, parce que évidemment, ça se fait à un moment où ils sont en construction de leur identité. Donc s'ils sont exposés en permanence à des modèles qui sont mieux qu'eux, et avec lequel il n'y a pas ce filtre de la célébrité, c'est-à-dire qu'avant on pouvait dire, regardez, cette personne-là est célèbre et beaucoup mieux que moi, mais bon, c'est pas quelqu'un que je vais croiser dans la réalité. Aujourd'hui, avec le phénomène des influenceurs et tout ça, également les applis pour transformer les images que avant Photoshop et aujourd'hui les filtres et tout ça, on peut être exposé en permanence à des gens même de notre entourage qui donnent une image sur les réseaux qui est beaucoup mieux que la nôtre. Et donc ça crée forcément des conflits cognitifs. Quand on est en construction de son image, ça renforce la fragilité mentale. Donc là, c'est là que je veux en venir, c'est que en fait l'extrême exposition des jeunes aux réseaux sociaux, et notamment aux réseaux sociaux basés sur l'image, pour moi a un impact sur leur santé mentale, c'est-à-dire les met dans une espèce d'insécurité permanente. Et n'ayant pas été éduqué, le thème de la santé mentale, des bons réflexes à prendre en situation d'inconfort et tout ça, n'étant pas vulgarisé du tout, on se retrouve avec des gens qui à long terme développent des pathologies, mais parfois même à très court terme. Le psychiatre racontait que notamment une des populations les plus touchées par les TOC, c'était les étudiants, et qui en général n'avaient pas les moyens de se soigner, et donc il n'y a pas un investissement fait par la société pour les aider à se soigner. Mais là c'est complètement irrationnel, parce que c'est des gens qui vont être actifs et qui se retrouvent à être complètement HS, c'est-à-dire plus en capacité d'apporter à la société, parce qu'ils ont une pathologie mentale qui n'est pas traitée, et parce qu'ils manquent de moyens et tout ça. Et ça d'ailleurs, je me rendais compte à la fac, c'est-à-dire que effectivement, beaucoup d'étudiants, en fait, moi j'ai l'impression qu'ils vivaient les choses avec peu de filtres.
C'est-à-dire qu'en gros, il leur arrivait des choses, que ce soit des mauvaises notes, que ce soit des problèmes financiers ou quoi, et à chaque fois, ils le prenaient de façon très personnelle, et finalement, la distance par rapport à ce qu'ils vivent était assez peu commune. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que beaucoup de gens ont du mal à prendre de la distance vis-à-vis des événements qu'ils vivent. Et donc ils les prennent au premier degré, et ça engendre une souffrance plus forte. Ça, cumulé avec des expositions toujours plus grandes, comme je vous l'ai dit, aux images et tout ça sur les réseaux sociaux, et également avec des algorithmes qui sont faits pour nous provoquer, que ce soit sur Twitter, qui fait remonter exprès des opinions contradictoires pour renforcer notre addiction à la plateforme et notre volonté de débattre, par exemple, donc il nous met à nouveau dans une incertitude par rapport à nos croyances, et non pas une incertitude positive dans laquelle le débat sain et démocratique existe, ou philosophique, non. Un débat où seules des visions totalitaires peuvent émerger, parce qu'il y a d'une telle violence que finalement on se retrouve à nouveau mis en danger. Et je pense qu'également c'est lié au type de société dans lequel on évolue, qui est une société capitaliste, libérale, donc évidemment c'est point positif, mais également c'est une société qui met en compétition tous contre tous. Et donc ça, chez les meilleurs, ça produit des gens qui surperforment. C'est-à-dire chez les gens qui sont les plus armés mentalement, qui sont les plus éduqués également sur ces sujets-là, qui sont les mieux à même d'aborder la complexité du monde et d'en faire une force. Mais ça, on parle d'une minorité de gens. La plupart des gens, en fait, se subissent ces changements-là. Et en fait, on peut pas leur demander de s'adapter si on leur donne pas les outils pour le faire. Et ça, je pense que c'est vraiment central, quoi. Et vraiment, moi, ce que je constate, c'est cette grande fragilité de mes contemporains, mais que ce soit des jeunes et des moins jeunes, et plus encore chez les jeunes, évidemment, ça se renforce, parce que y a vraiment ce grand phénomène d'une compétition à large échelle, qui est aujourd'hui dans toutes les sphères, que ce soit de l'intime, au travail ou quoi, on est mis face à des modèles qui surperforment et face auxquels nous on doit se comparer. On n'est plus mis dans une espèce de quête personnelle vers un objectif, on est mis dans une compétition de tous contre tous. Et en fait, y a des gens qui pensent naïvement que ça fait émerger l'élite de la nation. Je pense qu'en partie, parce que comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont mieux armés de base, et eux, ils s'en sortent mieux. Le problème, c'est que si on fonctionne comme ça dans une société humaine, à terme, on se détruit. Parce que nous, on a besoin d'avoir une forme de solidarité pour pouvoir durer. Et en fait, tous ces nouveaux outils, et toute cette surperformance toujours mise en avant, je pense, détruit la performance moyenne des gens, les rend plus vulnérables, et je veux dire, si certains nous écoutent et sont déjà sur le lieu de travail, combien de vos collègues sont dépressifs, combien de collègues ont des problèmes avec leurs enfants, on se rend compte que ce genre, le problème devient la norme. Alors il y a une partie, c'est effectivement un langage sociétal, c'est-à-dire qui est un peu toujours dans le refus du problème, et toujours dans l'appréhension du fait que le monde doit nous accepter comme on est, tout ça, et finalement qu'il y ait une réaction, je veux dire, à basse intensité au problème de base qui est l'inadaptation de la majorité des gens à la société actuelle. Et donc en fait, vu qu'ils sont pas adaptés, ils disent acceptez-moi comme je suis et tout ça, ils essayent de trouver une espèce de vengeance dans, vous savez, le soin personnel ou quoi, mais qui est fait pour des mauvaises raisons à mon sens, parce que il est fait en réaction à une situation de frustration non comprise. Or en réalité, qu'est-ce qu'on devrait dire ? Je donne priorité à mon développement personnel, c'est-à-dire à ma santé mentale, à mon équilibre, à ma balance interne, et en fait ça va me permettre d'avancer dans le monde avec plus de certitude, plus de force. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on dit. Aujourd'hui, on dit soyez comme vous êtes, ne vous améliorez pas. Si vous vivez une situation difficile qui vous met dans une forme d'incommodité mentale, d'inconfort mental, ne vous dites pas que vous devez apprendre quelque chose de la situation, mais dites-vous plutôt que vous devez trouver une situation qui vous conviendra mieux dans le futur, ou bien que c'est l'oppression, je sais pas moi, patriarcale qui vous a mis en PLS. Voilà. C'est pour ces raisons-là, donc des raisons qui vous dépassent, et qu'il existe un monde un peu comme dans Barbie, fait de sucre et d'orge, dans lequel vous finirez par être accepté comme vous êtes. Voilà. Donc en fait, cette volonté-là de vivre un peu dans une bulle est une réaction, comme je l'ai dit, à basse intensité à un problème qui est l'inadaptation à la société actuelle, ou à ces changements de la majorité des gens. Et donc au lieu de faire un pas en arrière et de se dire ok, je vais essayer de reprendre par le début le problème que j'ai et ma façon de réagir au problème qui n'est pas la bonne, je vais essayer de comprendre pourquoi, d'où ça vient, et je vais essayer d'en trouver une qui fonctionne, parce qu'en général, aujourd'hui, on est capable de savoir ce qui fonctionne vis-à-vis d'un problème. Vous avez un grand problème dans votre vie, vous prenez un pas de recul,
vous vous dites, ok, qu'est-ce que ce problème doit m'apprendre? Quelles sont les leçons que je dois en tirer? Ma souffrance existe, il faut l'accepter, il faut la vivre, mais directement après, il faut se dire, ok, qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois apprendre? Quelles leçons je dois en tirer? Et ensuite, vivre sa vie selon ces leçons. Et ça, c'est très important de savoir également saisir l'opportunité du problème, du challenge qu'on dépasse, pour se dire, ok, comment est-ce qu'il va s'inscrire ensuite dans mon succès à long terme? Et ça, c'est très important, c'est qu'en fait, plus on essaye, plus on va rencontrer d'échecs, mais également plus on va avoir de probabilités de réussir. Un exemple très simple, moi, quand j'avais 19 ans à peu près, je suis invité à Paris pour présenter mon bouquin, un bouquin que j'avais écrit et qui parlait d'une réforme du système démocratique en France. Donc je suis invité à Paris et en fait, dans le cadre de cette invitation, il y avait plusieurs orateurs, dont moi, qui étaient des jeunes écrivains ou chercheurs ou quoi, qui présentaient une vision du monde innovante, et il y avait, on va dire, 3 prix à gagner, et il y avait environ 5 ou 6 candidats. Donc on va dire il y avait une chance sur 2 de gagner un prix, donc qui était de 2-3 000 euros. Donc moi je vais à Paris. Alors à ce moment-là j'avais pas du tout d'argent, donc avant la conférence j'attendais, je me souviens il faisait 30 degrés, j'étais en costard, j'attendais dans les jardins face à la Tour Eiffel de pouvoir rentrer dans le bâtiment pour commencer la présentation. Donc je crevais de chaud, j'avais pas de fric et tout. Je fais ma présentation. Donc voilà, pour moi ça a été un grand moment parce que j'ai vraiment dénoncé tout ce qui pour moi ne fonctionnait pas dans le système démocratique français, et tout en proposant des solutions qui étaient vraiment, on va dire, disruptives. Évidemment, une partie de l'audience était contre moi, une autre était plutôt en ma faveur, et je me souviens qu'après il y avait un buffet. Je ne peux pas y aller parce que je devais retourner en train. Pour mon hôtel, parce que j'avais pas pu prendre un hôtel à Paris. J'avais dû prendre un hôtel un peu en dehors de Paris, parce que j'avais pas les moyens de me payer un hôtel à Paris. Donc je devais prendre un train le plus vite possible pour aller dans la ville d'Amboise, qui se situe à 1 heure et quelques de Paris. Et alors, donc voilà, je ressors très rapidement de la conférence. Je suis le seul qui peut pas rester au buffet, ni qui peut savoir si un prix va m'être remis. Donc je ne peux rien savoir, je dois partir immédiatement. Et alors là, j'attends mon VTC, il vient pas. Donc finalement, je prends un taxi. J'arrive en trombe à la gare, je prends le train. J'entre dans le train s'en va, quoi. Et vraiment, je veux dire, c'était un grand moment de stress. Et alors, ensuite, j'arrive à Amboise, je dors là-bas et tout ça. Et le lendemain, je prends le train pour retourner là où je vis. Et je reçois un appel de l'organisateur, parce qu'il devait me dire, ok, si j'avais reçu un prix ou pas. Il me fait, bon, bah écoutez, bien désolé, mais vous n'avez pas gagné de prix. Et là, je me dis, comment c'est possible? Comment c'est possible? J'ai fait une très bonne performance. Il y avait 3 prix à gagner sur 6 candidats. J'avais l'impression d'être dans les meilleurs. Et là, je me suis dit, mais en fait, ces gens-là ne m'auraient pas remis de prix, car fondamentalement, ma présentation était un peu contre le système que eux-mêmes représentent. Et donc, ça a été un grand échec sur le moment. C'est-à-dire de se dire, bah, j'ai fait tous ces efforts pour rien, j'ai pas eu de prix à la fin. Ça m'a coûté juste bonbon pour moi. Et en plus, voilà, dans des conditions qui n'étaient pas optimales. Mais, dans mon histoire personnelle, ça a été un des moments fondateurs, où je me suis dit, je vais au bout de mes convictions, de 1. Je vais rencontrer des obstacles, de 2, mais je vais les dépasser, et puis surtout, il y aura toujours des gens contre moi. Mais si j'ai toujours le courage de dire, ok, ma conviction est plus forte que mon épreuve, et ben au final, je gagnerai quelque chose. Et alors en fait, ce moment-là est devenu fondateur, un des moments fondateurs pour moi, dans ma croyance, que mes convictions étaient plus fortes que les challenges que j'allais rencontrer, et donc me permettrait toujours de m'en sortir au final. Et après, j'ai pu vivre une autre conférence à mon université qui s'est mieux passée. J'ai pu également bénéficier d'une audience grâce à ces récits. J'ai eu des gens qui ont acheté mon livre. J'avais les gens à l'université qui évidemment me portaient une attention toute particulière. J'ai pu établir une relation avec un professeur par le biais de ça et tout ça. Donc je veux dire, ça a été un moment fondateur. Ça m'a permis de me rendre compte également des gens qui me soutenaient ou pas dans ces épreuves, et ça m'a permis de faire des choix personnels. Donc on va dire ça a été fondateur. Et au lieu de voir ça comme un problème qui était fondamentalement arrêté et sans fin et une douleur que je ne pourrais pas surmonter, je me suis dit comment je peux faire entrer ça dans mon histoire personnelle, comment je peux apprendre des leçons, et comment je peux faire en sorte que ce challenge, cette douleur, cet inconfort me renforce. Et ça, je pense que c'est la clé, et je pense que c'est une des clés pour se sentir mieux. Quand on a un challenge, quand on vit des choses dures, quand on a des ruptures, quand on a un renvoi, quand on a un échec scolaire ou quoi, c'est de se dire ok, en fait, plus je fais des choses dans ma vie, plus je vais avoir
de challenge, plus je vais avoir d'échecs. Mais en fait, plus j'essaye, et plus je me dis que l'échec, c'est pas une fin, mais juste un moment vers mon succès, plus j'ai essayé, plus je vais me rendre compte qu'en fait, des choses finissent par fonctionner. Et en fait, je pense que c'est fondamental, c'est qu'en fait, les gens qui ont du succès dans la vie, dans quelques domaines que ce soit, vraiment dans quelques domaines que ce soit, dans quelques domaines qui vous est important pour vous, eh bien dites-vous bien que cette personne, c'est avant tout un perdant qui a essayé une fois de plus et qui a fini par gagner. Et ça, je pense que c'est la clé. Et je pense que c'est la clé de se dire, ok, un échec, c'est pas la fin. Un échec, c'est avant tout une manière d'apprendre et de se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a demain? Qu'est-ce qui peut me permettre, cet échec, d'apprendre pour être plus fort et plus résilient et plus rayonnant dans mon futur. Voilà. Ce 10e épisode s'arrête là. J'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode de Unshakeable. D'ici là, portez-vous bien et puis surtout, prenez soin de votre santé mentale. Ciao!